Dans l'après-midi qui suivit, j'expérimentais les enseignements de Claude dans la rue. Je décidai de me mettre dans la peau d'Isabelle Huppert. J'ai trôné mon sourire tout neuf sur les hommes que je croisais, tout en affichant l'affriolante désinvolture de la femme sûre de son charme. Je m'évertuais à faire rimer confiance et élégance, en hommage à mon modèle féminin. Les résultats furent surprenants. 4 interpellations en 20 minutes. Les 2 premiers, monsieur, pour me dire que j'avais un très joli sourire. Le 3e, pour m'inviter à boire un café. Le 4e, pour me donner sa carte en vue d'un rendez-vous galant. Inutile de dire que ma self-esteem était remontée en flèche. Je savourais ce sentiment nouveau, cette griserie de constater mon pouvoir de séduction, et discrètement, je posai une petite encre pour les jours gris. Au bureau, mon changement d'attitude ne passa pas inaperçu non plus. Pour m'amuser, j'entrais dans la peau de mes mentors au gré des circonstances, ici dans celle d'un Steve Jobs, et j'étais incroyablement plus sûre de moi. Là, dans celle d'un David Douillet, habité tout à coup d'une force tranquille à toute épreuve. C'était devenu un jeu avec moi-même, et je m'émerveillais de ses effets sur mon mental et mon environnement professionnel. J'avais l'air tellement plus posé, et cela semblait imposer le respect à mes collègues, d'habitude toujours promptes à l'humour potache, voire au sarcasme. D'autant que cette transformation s'accompagnait d'un enthousiasme inhabituel pour ce qui avait constitué pour moi, ces derniers mois, une activité ennuyeuse pour ne pas dire nauséeuse. Cela à la suite du conseil de Claude, bien entendu, qui m'avait convaincu d'adopter le faire comme si. Une posture psychologique qui consistait à faire comme si c'était le travail le plus passionnant du monde. Prenez tout ce qu'il y a d'intéressant à prendre, vivez les choses à 400%, au lieu de vivoter et d'attendre en ruminant qu'un providentiel changement tombe du ciel, m'avait-il dit. Depuis quelques jours donc, je m'impliquais à fond, souriais à tout va, ce qui n'échappa pas à mon boss. Camille, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue comme ça. Tu as la niaque en ce moment, et ça me plaît. Tu es sûre que tu ne veux pas repasser à temps plein ? Réfléchis, ça pourrait être vraiment bien. Je n'en revenais pas. Je sortais du placard et j'étais portée au nœud dans le même mouvement. Incroyable, j'étais flattée et éprouvais secrètement un petit sentiment de triomphe. Est-ce que ça ne ressemblait pas à une revanche, ça ? En même temps, était-ce de cela que j'avais envie ? Quoi qu'il en soit, ma déferlante positive continuait à s'étendre dans les bureaux. Même Crâne d'œuf me regardait d'un œil neuf, et l'idée que je lui embouchais un coin, après toutes les remarques doucereuses pour ne pas dire perfides, que j'avais essuyées de sa part, n'était pas sans me réjouir. Mais la nouvelle Camille n'avait pas le temps à perdre avec ce genre de satisfaction négative et stérile. La nouvelle Camille s'était engagée auprès de Claude pour jouer le jeu de tous les exercices qu'il lui proposait. Et l'un d'eux, comme me le rappelait un de ses messages, m'invitait à aller au-delà des apparences. Chacun mérite qu'on lui donne une chance d'être connu. Encore faut-il baisser la garde du jugement, des a priori, des interprétations. Je vous mets au défi de vous rapprocher de quelqu'un que vous n'aimez pas trop pour faire plus ample connaissance. Franchement, j'avais autant envie de mieux connaître Franck que d'aller me pendre. En repensant aux nombreuses fois où il m'en avait fait voir de toutes les couleurs, j'étais plutôt tentée de le tenir bien à l'écart. Cependant, mieux le connaître était l'une des cases à cocher dans mon cahier des engagements. Et pas fait n'était pas une option envisageable. Un jeudi matin, je pris donc mon courage à deux mains et m'approchai de son bureau. « Dis-moi Franck, tu fais quelque chose pour le déjeuner ? Ça fait longtemps que je veux te proposer qu'on mange ensemble, histoire de prendre le temps de discuter un peu. » Je sentis un frémissement de stupeur dans tout l'open space. Les autres n'en perdaient pas une miette. Franck glissa un regard oblique vers ses camarades, comme pour les sonder sur la réponse qu'ils devaient fournir. Dans un beau mouvement de solidarité, tous piquèrent du nez sur leur clavier. Oui, pourquoi pas, lâcha-t-il enfin, encore tout déstabilisé par ma demande. Nous nous retrouvâmes donc pour le repas de midi. Lui devant son steak tartare, moi devant ma salade niçoise, dans un jeu de rôle inversé. Il gigotait sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Lui qui d'habitude me tenait la dragée haute et me charriait avec un aplomb bien campé. Il était complètement dérouté par ma gentillesse inattendue, le coup des masques qui tombe. J'entrepris de dégander l'ambiance en mettant de l'huile pour que ça glisse. Bon, petit sourire des familles et fleurs sur ses talents de commercial. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'admire ta technique de vente. Ça ne m'étonne pas que tu sois numéro 1 dans l'équipe. Il rougit sous le compliment. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Camille, dit-il alors d'un air grave, je n'ai pas toujours été tendre avec toi. Je voudrais m'en excuser. Tu sais ce que c'est, on veut faire le malin devant les copains, et on finit par être pris à son propre jeu.
En vérité, je t'ai toujours trouvée très courageuse de travailler tout en t'occupant de ton fils, vraiment. » Ce fut à mon tour de rougir. On effaça notre ligne Maginot d'un franc sourire, et le reste du déjeuner fut beaucoup plus léger. Il avait une passion pour l'aéromodélisme, et faisait voler ses propres engins miniatures. Ses yeux brillaient comme ceux d'un enfant quand il en parlait. Il me confia aussi sa lassitude de ce boulot, parfois, son impression d'avoir fait le tour et son manque d'ambition, cependant, pour oser en changer. Nous finîmes par parler de nos familles respectives, et j'appris avec surprise qu'il avait divorcé l'année précédente, et combien cela avait été dur pour lui, surtout d'être séparé de ses enfants. Je suis désolée, je ne savais pas. Je n'en ai parlé à personne au bureau. C'était moi à présent qui le regardais d'un œil neuf, un peu honteuse de mon jugement hâtif, et peu nuancée sur lui. Sans doute que son humour sarcastique lui avait servi de bouclier pour nous tenir à distance et ne rien laisser transparaître de sa blessure à vif. Comme on pouvait se tremper sur les gens, quand même, faute de leur prêter une véritable attention, de prendre le temps de les connaître mieux. En grattant un peu, je découvrais en ce collègue de bureau, qui me faisait l'effet d'un hérisson toujours prêt à darder sur moi, l'un de ses piquants, un homme sensible et plutôt attachant. Nous quittâmes le restaurant repus de paroles. « Ça m'a fait du bien de te parler, » me dit-il simplement. « Oui, c'était un beau moment. À refaire ?»« Oui, à refaire. » Il me décocha un grand sourire. Ça aussi, ce fut une chose que je découvris ce jour-là, le sourire de Franck. Je n'avais pas eu les mains aussi moites depuis mes oraux de fin d'études. J'avais rendez-vous au cabinet de Claude pour le bilan des 4 mois. Oui, 4 mois déjà que j'avais commencé mon programme papillon, comme je l'appelais. Pour l'instant, j'avais la chrysalide encore collée au corps, mais la métamorphose était en cours, et déjà je me sentais un peu une autre. J'avais l'impression d'avoir vécu ces 4 mois plus intensément que les 5 dernières années. Je me trouvais un incroyable regain d'énergie, et une acuité intellectuelle accrue. Claude expliquerait peut-être le phénomène par un accroissement des endorphines et autres hormones, dont le taux augmente avec la pensée positive, le sourire, le sentiment de redevenir maître de sa vie. Il me reçut chaleureusement. « Vous allez bien ?»« Oui, ça va, Claude. J'ai l'impression que les choses avancent. »« Bien. Nous allons faire le bilan de vos avancées dans vos objectifs. Vous en êtes d'accord ? » ?»« Oui, oui. Voyons les objectifs physiques pour commencer. Vous m'avez apporté votre cahier des engagements ? » ?»« Oui, le voilà. » Je lui tendis névreusement le petit cahier à spirale, dans les cases cochées, les choses faites. Sourire à au moins 10 personnes par jour. Prendre plus soin de moi, soins corporels et esthétiques, et de mon allure physique. Choisir un look pour mettre en valeur ma personnalité. J'ai remarqué que vous aviez parfaitement développé ce point, Camille. Félicitations. Perdre 4 kilos, case non cochée. Voyons ça tout de suite. Il me montra un pèse-personne et m'invita à monter dessus. Je déglutis, appréhendant le résultat. 54,8 kilos. Vous avez perdu 4,2 kilos. Bravo, Camille. Vous pouvez cocher la case maintenant. Joie. J'avais enfin perdu mes kilos de trop. Claude continua à examiner ma liste. Faire une gym invisible en tout lieu. Case cochée. Expérimenter la créativité amoureuse. Vous avez noté en cours ? Je me raclai un peu la gorge, puis lui expliquai. Oui, je suis en train d'essayer différentes choses, mais Sébastien ne semble pas encore réceptif à 100%. C'est normal, tous ces changements doivent lui faire une drôle d'impression. Persévérez en douceur. Je suis sûre que ça portera ses fruits. Nous verrons bien. Et le carnet du positif, vous avez pu le tenir au fur et à mesure ? Oui, le voilà. Claude feuilleta le répertoire dans lequel j'avais inscrit mes récents souvenirs agréables. D. Déjeuner réussi avec Franck, mon ancienne bête noire du bureau. R. Régal pour toute la famille avec un délicieux plat cuisiné. S. Séduction. 4 monsieur m'abordent parce qu'ils me trouvent charmante. J. Jeu de société avec Adrien, un vrai moment de complicité. F. Floraison. Mon rosier m'a fait une nouvelle fleur. Camille, je tiens à vous dire que je suis fière de vous. Je crois que vous avez mérité ceci. Il ouvrit un tiroir et me tendit la jolie boîte enrubannée, dorénavant familière. Avec émotion, j'y découvris un nouveau charme. Un lotus vert cette fois, que j'accrochai à ma chaîne, où il rejoignit les 2 autres. Encore un nouveau palier franchi. Ceinture verte du changement. Ça commençait à devenir sérieux. J'offris à Claude un sourire calme et posé. Le sourire d'une personne qui aurait beaucoup mûri en peu de temps. Mais à l'intérieur de moi, c'était Rio. J'avais envie de courir dans la rue, de sauter au cou des passants, de sortir les vuvuzelas.
Je ressentais la même joie que mon fils quand il décrochait un A en dictée. J'aurais pu courir m'acheter un sac de billes ou sabler une bouteille de champomy. Claude me ramena sur terre. Vous avez fait un joli bout de chemin, mais vous n'êtes pas encore au bout de la route. Si vous le voulez bien, je vous propose de travailler un moment sur vos prochains objectifs. D'accord ? J'acquiesçai. 1 heure plus tard, nous relisons ensemble la liste qui s'étirait. Continuer à instaurer de bonnes pratiques pour plus de zénitude et d'harmonie. Poursuivre la reconquête amoureuse de Sébastien. Décrisper les relations avec Adrien. Poser du cadre tout en développant une relation harmonieuse. Clarifier mon nouveau projet de vie professionnelle. Étudier sa faisabilité et les pistes de sa mise en œuvre. Passer à la réalisation. Puis je poussai un profond soupir, dire que quelques instants auparavant, je bandissais de joie. Claude perçut mon découragement car il reprit. Confiance Camille, avec le temps et la patience, la feuille de mûrier devient de la soie. Continuez à vous concentrer, tâche par tâche, mission par mission. Merci Claude, merci vraiment pour tout ce que vous faites pour moi. Il me serra chaleureusement la main, visiblement heureux de suivre ma progression. Combien de gens étaient motivés comme il l'était, pour aider une autre personne à faire son chemin, et miser sur une hypothétique réussite pour espérer être payé en retour. Je le trouvais un brin utopique, mais au fond admirable. Courageusement, je continuais jour après jour à appliquer les conseils de Claude. Je connaissais maintenant par cœur les bonnes pratiques pour être du côté du cercle vertueux. Mais, comme il me le disait souvent, le plus important n'était pas de savoir, mais de faire. Il ne se laissait jamais de vanter les avantages de la régularité et de la ténacité. À la fin de ce 4e mois, j'eus l'impression d'avoir passé un seuil critique. Je commençais réellement à apprécier ma nouvelle façon de vivre, manger, bouger, penser. Je touchais du doigt cette fameuse réconciliation corps-esprit dont parlent tant les disciplines orientales. Mais quelques minutes quotidiennes de gymnastique et d'étirement m'avaient définitivement reconnecté à mon corps. Corps que, pour ainsi dire, je n'habitais pas vraiment auparavant. Je finis par les apprécier ces mouvements, et même par rechercher les sensations qu'ils provoquaient en moi. Lorsque je marchais dans la rue, je m'appliquais par instant à imaginer mon corps comme un trait d'union entre le ciel et la terre, à me sentir relié à un grand tout, et non plus à me considérer comme un élément isolé, perdu dans la nature. Je pris conscience d'à quel point j'avais pu être coupé de mes sensations, mais j'étais résolu à habiter dorénavant le présent. Fini le temps perdu, à ruminer le passé ou à tourmenter pour l'avenir. Que c'était reposant. Je me rendis compte également du rôle que pouvait jouer la nature et l'oxygénation dans l'amélioration de ma santé physique et psychique. Moi qui avais grandi dans le béton et la pollution, je m'étais persuadée que je n'aimais pas la nature. Je m'en étais fait une idée erronée, imaginant des millions de petites bestioles, rampantes ou volantes, cachées dans les vastes étendues vertes et silencieuses, d'un ennui mortel. Renouer avec Dame Nature m'apporta un réconfort insoupçonné. Jamais je n'aurais pensé pouvoir retirer une telle énergie des merveilles qu'elle met à notre disposition. Un jour, Claude décida de m'initier à l'ikebana, art floral japonais qui procure détente et apaisement, en instaurant un dialogue silencieux avec la nature. Nous partîmes donc pour une balade champêtre, sécateur à la main, afin de cueillir des végétaux inspirants. Puis, guidé par lui, je m'amusais à composer une poésie végétale, cherchant un subtil équilibre de formes et de couleurs. Moi qui ne prenais jamais le temps de me poser, je passais dorénavant plusieurs minutes par jour à méditer devant mon âtre zen aménagé, inspiré du tokonoma japonais, cette niche décorée d'un kakemono qui arbitre une composition florale d'ikebana, ainsi que divers objets symboliques, chandeliers, statues, objets d'art. J'avais trouvé le petit coin idéal dans la maison, un angle mort dans le fond du salon, jusque-là non investi. Par terre, je posais un vase lent et épuré pour y mettre mes créations florales d'ikebana. Au mur, je fixais 3 cases cubiques, design de tailles différentes. Chacune d'elles recueillait des objets symboliques inspirants et ressourçants. La première, un Bouddha rieur à côté d'une jolie carte postale comportant une citation. « Faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. » La deuxième, une belle bougie, et mes 3 livres préférés du moment. La troisième, une photo de famille, nous représentant tous les 3, et une statuette de Shiva, bon et vénéré dieu hindou, souvent présenté comme celui qui porte bonheur. Quelques coussins colorés joliment disposés au sol invitaient à une pose moelleuse et contemplative. Ainsi, quand je me sentais stressée, je m'offrais quelques instants de paix dans cet endroit.
fixant la flamme de ma bougie jusqu'à me sentir hypnotisée. Ce changement de philosophie de vie me nourrissait de l'intérieur, et semaine après semaine, je me trouvais moins anxieuse, moins agitée. Je pris aussi conscience que j'avais tendance avant à focaliser ma pensée sur mes insatisfactions, de quoi entretenir une morosité chronique. Claude m'avait donné un antidote à cette morosité, pratiquer tous les jours quelques instants de gratitude. Je me levais donc chaque matin avec un remerciement en tête, et me couchais chaque soir de même. Merci d'avoir un fils en bonne santé, d'avoir un toit, d'être dans un pays en paix. Merci d'avoir un compagnon à mes côtés pour m'aimer et m'épauler. Je pris même l'habitude de remercier pour les choses plus insignifiantes. Une tasse de café fumant au petit matin, une tarte aux pommes partagée avec les miens, un rayon de soleil près d'un lac. Je gardais aussi à l'esprit l'idée de prendre soin tous les jours des objets comme des gens autour de moi. Prendre soin d'une plante, d'un animal, de soi, de ses êtres chers, mais aussi de toute personne croisée sur son chemin, qui en aurait besoin. On n'a vécu qu'à la hauteur de ce que l'on a donné, m'avait soufflé Claude, une fois, à juste titre. Il m'avait d'ailleurs envoyé un livre de pensée du Dalai Lama, pour nourrir mon changement de mentalité. Il avait pris soin d'en souligner quelques passages au stabilo. Certaines phrases me marquèrent plus particulièrement, dans celle-ci. En développant l'altruisme, l'amour, la tendresse et la compassion, on réduit la haine, le désir ou l'orgueil. Ces valeurs faisaient écho en moi, mais par laisser-aller, par négligence, je les avais négligées ces dernières années. Le secret, c'était de ne jamais s'arrêter de pratiquer, d'y penser tous les jours. Sans ça, le naturel revenait au galop, et les mauvaises habitudes aussi. J'aimais bien également cette citation. Certains regardent la vase au fond de l'étang, d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. Il s'agit d'un choix. Une belle illustration de la vision que les uns et les autres peuvent avoir de la vie. Petit à petit, je pris conscience de ce qui construisait le bonheur. Le fait de s'engager dans une relation amoureuse, une famille, un travail, peu importe. Quant à ce qui donne du sens à la vie, il me semblait à présent que c'était de savoir donner le meilleur de soi, en se servant de ses qualités profondes, celles qui fondent notre véritable identité. Être bon dans ce qu'on fait et être bon avec les autres. N'était-ce pas la clé de l'épanouissement? Certains pourraient objecter qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils sont même mauvais en tout. J'avais maintenant la conviction que ceux qui pensent ainsi ont simplement trop de toxines dans le mental. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de détoxifier son esprit pour que se révèle son potentiel de développement. Tout le monde possède des qualités propres. Il suffit de les identifier, puis de les faire prospérer. On obtient alors l'essence de ce qui fait le meilleur de soi, un gisement bien plus précieux que tout l'or noir du monde. J'en étais là de mes réflexions, lorsque je reçus un message de Claude qui faisait écho à mes propres pensées. Bonjour Camille. Au programme des 3 prochaines semaines, pensée positive, autosuggestion et méditation. Vous allez avoir du pain sur la planche pour continuer à installer les bonnes pratiques quotidiennes de reprogrammation de votre mental. Mais c'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Je demandai. Pourquoi 3 semaines? Il me répondit aussitôt. C'est le minimum de temps qu'il faut pour qu'un changement se mette en place et commence à devenir une habitude. Il m'avait envoyé parallèlement un petit colis. Je défis fébrilement l'emballage et débarrassai en hâte l'objet de sa coque de papier bulle. C'était une sorte de bonbonnière en verre transparent, assez jolie mais qui me laissa circonspecte. Claude avait glissé à l'intérieur un rouleau de papier. Je dévisai le couvercle et me saisis du message. Le texte courait sur 2 longues pages. Camille, voici votre rumignote. Ce sera votre cagnotte anti-rumination et pensée négative. Le principe, vous mettrez 1 euro dedans chaque fois que vous aurez des pensées ou des paroles négatives ou stériles. Je ne peux que vous souhaiter de ne pas devenir riche par ce billet. Je ne vous le répéterai jamais assez. La pensée positive a un réel impact sur votre corps et votre psychisme. Des études très sérieuses le prouvent. Tenez un exemple. Une expérience menée par des scientifiques. Ils remplirent d'une même quantité de terre 2 contenants à peu près de la grosseur d'une assiette à dessert. Puis ils plantèrent 23 semences de gazon, dans chacun des récipients, avec la même quantité d'engrais. Ils les installèrent dans une serre, non loin l'un de l'autre, pour s'assurer que chacun recevrait exactement la même quantité de soleil par jour, et jouirait des mêmes conditions de température pendant la période de germination des graines. La seule variante était la suivante. Chacun à leur tour, et 3 fois par jour, les chercheurs s'installaient devant chaque contenant. Devant le premier, ils proféraient des mots très négatifs, des attaques verbales.
Jamais rien ne poussera ici. Rien ne va se passer. Ça ne donnera jamais du gazon. Je doute vraiment que cette terre-là soit fertile. Et puis même si ça pousse, je suis sûre que ça va finir par sécher et mourir. » Devant le second pot, leur attitude était au contraire confiante et leurs propos agréables. Ils ne disaient que des choses très positives sur la germination et la possibilité de voir le gazon pousser. J'ai tellement hâte de voir ce gazon pousser, ça va être extraordinaire. Il fait beau, la chaleur est parfaite, ça va aider les graines à germer. J'ai les pouces verts, tout ce que je sème réussit. 3 semaines plus tard, une photo des 2 contenants a été publiée dans le célèbre Time Magazine. Inutile de vous dire que du premier, exposé aux commentaires négatifs, n'était sorti que 2 à 3 petites pousses. Contrairement au second, qui était rempli de gazon, un gazon vert et foncé, profondément enraciné dans le sol, solide, fort, haut. Nos paroles ont une vibration, notre attitude aussi. Si elles ont une telle influence sur des semences, imaginez l'effet qu'elles peuvent produire sur des êtres humains. Voilà pourquoi il faut faire attention à son dialogue intérieur, autant qu'à ses propos extérieurs. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? À bientôt, Claude. Je fus impressionnée par cette démonstration, et toute prête à essayer de changer. Mais je subodorais la difficulté pour moi, qui avait pris, depuis si longtemps, le pli de voir et d'exprimer le négatif, plutôt que le positif. Claude m'avait prévenu. Tout, comme l'haltérophile doit s'entraîner quotidiennement. La reprogrammation mentale demande ténacité et effort. Sans parler de la vigilance. Car l'esprit a tôt fait de retrouver ses vieilles mauvaises habitudes, si on baisse la garde. Je me promis donc de redoubler de vigilance, et placer ma rumignotte bien en vue sur la bibliothèque, dans le salon, en me disant que ce serait amusant de proposer à mes hommes de participer. L'idée plut beaucoup à Adrien. Le lendemain matin, tandis qu'il émergeait d'une nuit trop courte, Sébastien se dirigea maussade vers la fenêtre. Oh non, quel temps pourri, c'est déprimant. Je n'eus même pas besoin d'intervenir, Adrien le fit à ma place. « Papa, à nos roues !» s'exclama-t-il, ravi de surprendre son père en flagrant délit de négativité. Sébastien commença par bougonner, puis s'arrêta net, prenant conscience que plus il râlerait, plus il devrait mettre des pièces dans la rumignotte. « Non, 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 d'accord, j'arrête. Je n'ai pas envie de finir sur la paille. » Et il vint embrasser tendrement son gardien du positif. Quant à moi, tous les jours, je m'évertuais à pratiquer la pensée et l'autosuggestion positive, à changer mes tournures de phrases, à les formuler non plus de manière négative, mais positive, non plus à la forme passive, mais active, une vraie gymnastique de plasticité cérébrale. Je m'étais imprimé une courte fable que Claude m'avait envoyée, et la relisais souvent. C'est l'histoire d'un homme qui va trouver un sage pour apprendre auprès de lui. Dites-moi, vous qui êtes sage, qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit ? Dans mon esprit, il y a 2 chiens, un noir et un blanc. Le noir est le chien de la haine, de la colère et du pessimisme. Le blanc est celui de l'amour, de la générosité et de l'optimisme. Il se bat tout le temps. Le disciple est un peu surpris. 2 chiens qui se battent ? Oui, pratiquement tout le temps. Et lequel gagne ? Celui que je nourris le plus. Il était clair que depuis des années, mes pensées avaient dû bien plus ressembler à un noir cerbère qu'un joli petit bichon maltais. Mais j'étais résolue à changer le registre canin de mon esprit, qu'en prenne qui peut. Claude ajouta à ma liste déjà longue un autre principe à suivre, inspiré de l'adage favori de l'empereur Auguste. Festina lente. À toi lentement. J'avais, semblait-il, comme beaucoup d'autres personnes, la fâcheuse manie de confondre vitesse et précipitation. Ces dernières années, j'avais passé mon temps à tout faire vite et mal, à vivre comme une mouche coincée dans son bocal, à m'exciter à tout va, à me cogner la tête contre les vitres de l'existence, faute de m'accorder le temps de me poser et de prendre un recul salutaire. Je m'exhortais donc à tout vivre un cran moins vite, ne plus céder à la dictature du speed. Agir, oui, mais sans pressions inutiles. Toute la différence entre bon stress et mauvais stress. J'étais en train de m'agiter tranquillement au bureau, lorsque je reçus un message de Claude. Il me donnait un rendez-vous, mystère, en Corin, le mercredi qui venait. Une adresse à Charenton-le-Pont. Il me disait juste d'emporter un maillot de bain, une pièce et une serviette. Maillot de bain ? Mais c'est que je n'avais vraiment pas envie d'exécuter 15 longueurs dans une piscine, moi. C'est donc un peu grognon, mais fair play. J'avais mis 1 € dans la rumignotte, que j'arrivais le mercredi au lieu de notre rendez-vous. Contrairement à moi, Claude semblait en pleine forme et assez excité. Quelle surprise m'avait-il encore réservée ? Je ne tardais pas à le découvrir.
Il ne m'avait pas attiré dans une piscine ordinaire, mais dans un centre spécialisé en plongée sous-marine. Lorsque je compris, mon cœur se mit à battre très vite. Oh le piège, il n'allait quand même pas... Si, il allait... Je tentais de protester, de me défiler, arguant que je n'avais pas l'habitude de pratiquer l'apnée, que je ne savais même pas si j'arriverais à tenir 10 secondes de suite, mais il balayait d'un geste mon appréhension et me fit un topo sur l'exercice. Son but était que je comprenne l'importance de ma respiration pour canaliser mes émotions et rester maîtresse de moi en toutes circonstances. Bon, je voyais bien l'idée générale, mais fallait-il vraiment passer par cette expérience extrême? Apparemment oui, car un moniteur nous rejoignit bientôt avec tout le matériel, et en moins de temps qu'il ne m'en aurait fallu pour dire stop, je me retrouvais harnachée d'un équipement très lourd. Dont l'usage était à mes mains, ce que le chinois était à mon esprit. Une montée de stress me parasita le cerveau. J'eus le plus grand mal à comprendre et retenir les consignes du moniteur, surtout les gestes de communication à utiliser sous l'eau. Si Claude s'était imaginé que j'allais jouer les sirènes, il se trompait du tout au tout. Question grâce et agilité. J'avais plutôt l'air d'un éléphant de mer qui aurait grandi au Sahara. Quant à ma physionomie, entre le détendeur qui m'étirait la bouche et mes cheveux hirsutes entre des tentacules, elle évoquait plus Méduse et sa chevelure de serpent que la douce Ariel du dessin animé. En tout cas, mon allure fit bien rire Claude. J'essayai de lui donner un petit coup de pied pour venger ma dignité offensée, mais l'eau ralentissait tous mes mouvements. Il dut voir Marie Julien s'accentuer sous le masque, mais il ne se releva pas. Il me demanda simplement par signe si tout était ok. Je haussai les épaules pour manifester ma désapprobation. Mais très vite, le moniteur m'entraîna vers le fond, et l'expérience m'absorba tout entière. Au début, mon cœur battait très vite, à cause de l'appréhension. Je dus me forcer à respirer calmement pour me stabiliser, et ne pas risquer l'hyperventilation. Puis, je compris, j'expérimentai, que la respiration était maîtresse du jeu, pour guider mon évolution sous l'eau. Après quelques essais infructueux, ou aux résultats assez étranges, je commençais à mieux gérer l'affaire. Je finis même par faire le poulpe, et que je monte et que je descends, rien qu'en contrôlant mon souffle, captivé par la sensation d'apaisanteur. Je vérifiai le bien fondé de ce que le moniteur m'avait dit un instant plus tôt, à savoir qu'en faisant varier son volume pulmonaire, on modifiait sa flottabilité, devenant à loisir plus lourd ou plus léger. Je pouvais ainsi facilement corriger ma position sous l'eau, au prix d'un moindre effort. En fin de séance, je me sentais vraiment à l'aise, et osais même quelques folles cabrioles en rebondissant sur les parois de la fosse. Était-ce le trop-plein d'oxygène? J'étais euphorique. « Alors, c'était bien ?» me demanda Claude à la sortie des vestiaires. « Génial, mais vous auriez pu me prévenir. » Je lui donnai un coup de coude pour effacer de son visage son expression goguenarde. « Ouille !» fit-il en riant. « Ça aurait été dommage de rater ça. Vous étiez charmante en sirène des piscines. » Je lui fis une grimace pour lui rendre la monnaie de sa pièce de taquinerie. « Si je vous avais dit ce que j'avais manigancé, est-ce que vous seriez venu? »« Non. Pas vrai? » ?»« Si, vrai. » Je sortis de l'établissement plus fier que j'y étais entrée, à un moment unique qui viendrait grossir les rangs des souvenirs fort notés dans mon carnet du positif. Tandis que nous attendions le bus pour retourner à Paris, Claude proposa un point. Revenons 2 minutes sur la leçon à tirer de cette expérience. Quand vous êtes dans un moment de stress, concentrez-vous sur votre respiration. Et souvenez-vous de ce moment de plongée sous-marine, le calme sous l'eau, la tranquillité, le contrôle de la respiration, la maîtrise de soi. Même au cours d'une journée normale, prenez conscience de votre respiration. Gardez à l'esprit qu'une bonne respiration ne vient pas seulement de l'inspiration, mais tout autant de la qualité de l'expiration. Si vous expirez bien à fond, vous donnez la possibilité à vos poumons de se remplir ensuite d'un air neuf, donc plus profitable à votre organisme. Effectivement, il faut le savoir. Maintenant, vous savez. Nourrie des enseignements de Claude, je m'appliquais jour après jour à devenir plus présente à moi-même, quitte à me surprendre dans des gestes quotidiens. Me brosser les dents ou mâcher en pleine conscience constituait des expériences nouvelles, fort intéressantes et augmentaient sensiblement mon acuité sensorielle. Je comprenais mieux à présent l'expression « vivre à côté de ses pompes ». C'est vrai qu'on pouvait passer son temps comme absent à soi-même, avec la fâcheuse conséquence de ne jamais être au seul endroit qui compte vraiment, l'ici et maintenant. La veille, Claude m'avait d'ailleurs envoyé un SMS avec une formule qui m'avait beaucoup plu. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent.
Mais plus je devenais consciente, plus il m'était difficile de voir mon entourage continuer à vivre dans ce qui me semblait désormais être la mauvaise façon. C'est ainsi qu'un soir, je craquai. « Ah non, Sébastien, pas le portable à table. C'est insupportable à la fin. Déjà qu'on ne te voit pas beaucoup, si même quand tu es là, tu n'es pas là. » « Mais si, je suis là, excuse-moi. J'attends simplement une réponse urgente pour le boulot, ne t'énerve pas. Autant dire que tu fais à peine attention à ce que tu manges. » « Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui te met ces idées en tête? C'est ton gourou? » Respirer calmement, ne pas entrer dans le jeu, ne pas s'énerver, être dans la bienveillance. Exactement. Je suis même en train de travailler sur la pleine conscience, figure-toi, et ça change la vie. Je ne demande qu'à voir, ironisa-t-il. Ok, je te prends au mot. J'allais justement te proposer prochainement une expérience intéressante. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Tu verras bien. Je ne dis rien de plus, je voulais que la surprise soit totale. Je m'étais inspirée de la méthode de Claude, qui reposait sur l'expérimentation et sa valeur hautement pédagogique, et j'avais déniché dans Paris un endroit très particulier, qui allait me permettre de faire comprendre à Sébastien, de manière concrète et empirique, ce que c'était la pleine conscience, ainsi que les bienfaits que l'on pouvait en tirer. J'étais toute contente de moi, et me réjouissais d'avance de l'effet de surprise, imaginant déjà sa tête et son petit air amusé que je trouvais si sexy. Mais le jour dit, quand il découvrit le concept du lieu où je l'avais conduit, il fut surtout inquiet. « C'était ça ton idée ?» murmura-t-il avec une moue si dubitative que j'eus un brusque coup de flip. Et si cette soirée en tête-à-tête qui devait être une petite fête tournait au fiasco, avant même d'avoir commencé? Non, pas question. Je m'employais alors à remonter le moral des troupes. « Allez Seb, fais-moi confiance, ça va être super, tu verras, on va bien rire. » Pas convaincue, la troupe. Alors que nous attendions notre serveur attiré, je le voyais qui détaillait d'un œil sceptique l'entrée où nous patientons, cherchant à percer le mystère des lourdes tentures qui occultaient la salle de nos futures réjouissances. Tentures qui n'étaient pas sans rappeler celles des tunnels où s'engouffrent les trains fantômes des fêtes foraines. Vincent, qui allait s'occuper de nous, arriva enfin. Il me plaça derrière Sébastien et me fit mettre les mains sur ses épaules, façon chenille, puis il prit les mains de Seb et l'engagea à le suivre au-delà des rideaux. Nous pénétrâmes alors dans une salle plongée dans le noir total, et quand je dis total, le mot est encore faible. Soulage, le peintre connu pour ses compositions monochromes noires, aurait parlé d'ultra noir. Je gloussais tout en sentant des tressaillements dans le dos de Sébastien, qui n'en menait pas large. Nous trouvâmes à tâtons nos dossiers de chaises, et nous installâmes pour ce déjeuner à l'aveugle. Je l'avoue, les premiers instants, moi non plus je ne me sentis pas très à l'aise, enveloppé par ce noir complet, avec pour seul repère spatial la profondeur des sons qui résonnaient autour de nous. J'étais gagnée par une certaine angoisse. Allais-je tenir 2 heures ainsi, privé de toute image, accroché à ces tables comme à un radeau dans l'obscurité? Dans ce noir, nous avons alors commencé à combler les blancs de paroles décousus. Aussi, déboussolés l'un que l'autre par cette situation insolite. Gauche et maladroit, avec cette nouvelle grille de lecture sensorielle. Mais aux paroles et aux rires animés des autres convives, j'en déduisis que ce malaise ne durait sans doute pas. Heureusement, l'arrivée du premier plat nous détendit. Vincent, n'en voyant, se montra aux petits soins et nous servit une surprenante entrée. Dans cet univers inédit, nous goûtions autant avec nos doigts, devenus nos yeux, qu'avec notre palais. Nous redécouvrions l'autre gustatif de notre bouche, d'ordinaire humble, chaumière, devenu en cette occasion palais des 1001 papilles, temple de saveurs inconnues. Le fait d'être privé de la vue semblait déculper les pouvoirs habituels de nos capteurs sensoriels. Alors, tu vois ce que ça fait de déguster en conscience ce que tu manges? 1 point pour toi. Avoue que c'est plutôt une belle surprise, non? J'avoue, tu as fait fort. Nos voix, nos paroles aussi, avaient une autre résonance. Sans le visage et ses mimiques, la vibration de nos souffles, de nos intonations prenait une signification accrue. Le repas se poursuivit d'exploration gustative en exploration gustative, ponctué de dégustations œnologiques, subtil nectar dont le bouquet nous explosait en bouche. Nos autres sens révélaient leurs talents cachés. Dire qu'en temps ordinaire, nous les utilisons probablement à moins de 10% de leurs possibilités, tout comme notre cerveau. Au final, je sentis Sébastien conquis. Il commentait avec enthousiasme ce qu'il ressentait, essayait de définir au plus précis les nuances des aliments, des vins, de deviner quel aromate ou quelles épices relevaient les sauces. Cette prise de conscience le touchait bien plus que je ne l'avais escompté,
Et cette séance d'éveil sensoriel semblait lui avoir donné le goût du reviens-y. Très belle initiative, ma chérie, merci. Mais tu n'as pas peur que tout ceci me donne d'autres idées d'expérience, de pleine conscience, tout aussi intéressantes à partager demanda-t-il d'une voix chaude, en attrapant mon pain plutôt que ma main, puis ma main, en renversant mon vin. Je ris. Je comprenais très bien de quoi il voulait parler, et personnellement, je n'y voyais pas d'inconvénient. J'étais heureuse de mes progrès, et de sentir qu'enfin j'avançais sur le bon chemin. Je n'en ressentais pas moins, par moments une fébrilité pénible, un état d'euphorie bizarre, qui chahutait mon sommeil et troublait ma quiétude. Autrement dit, j'étais stressée. La banzitude n'était pas encore d'actualité. L'effervescence des changements m'ébouillantait l'esprit. Mes nerfs en surchauffe n'allaient pas tarder à faire sauter les résistances. Il me fallait relâcher les soupapes, sous peine d'imploser. Je ne pouvais pas rester dans cet état de haute tension et en parlais donc à Claude. Il y vit une excellente occasion de me sensibiliser aux bienfaits de la méditation et de la cohérence cardiaque, des concepts ovnis pour une pile électrique comme moi. Rester immobile à ne rien faire, j'ai horreur de ça, je me trouve nulle et j'ai l'impression de perdre mon temps. Non, vraiment, la méditation, ce n'est pas fait pour moi. Vous dites ça, mais c'est comme le reste, Camille, vous y viendrez. Il y a encore quelques semaines, l'idée de faire 10 minutes de gym par jour vous semblait impossible. Manger autrement aussi. Oui, mais là c'est différent, ce n'est pas dans ma nature d'être zen. Personne ne vous demande de changer votre nature, juste de créer quelques aménagements dans votre quotidien, pour plus de bien-être et de sérénité. Ça doit être formidable pour ceux qui peuvent, je ne dis pas le contraire, mais moi je ne tiens pas en place. J'ai toujours été comme ça. Toujours, jamais. Et si vous en finissez avec ces absolus, voulez-vous, oui ou non, vous donner une chance d'essayer? J'acquiesçais, un peu honteuse, tout à coup, de faire tant d'histoires. Ne vous inquiétez pas, Camille, vous allez y arriver. C'est un pli à prendre, tout simplement. Après, vous ne pourrez plus vous en passer. Savez-vous que des études très sérieuses ont montré que les moines et les autres adeptes de la méditation ont une meilleure santé et un meilleur système immunitaire? Ça vaut la peine, non? Sûrement. Mais pour l'instant, ça me semble surtout très compliqué à mettre en place. Une question. Est-ce que vous trouvez agréable d'être stressé, sous tension comme ça? Non, pas du tout. Pourtant, ça doit vous plaire plus que vous ne le croyez, puisque vous vous accrochez à ce point, à votre façon de vivre, dans laquelle vous laissez zéro place au calme et au retour sur soi. Je voyais bien qu'il cherchait à me pousser dans mes retranchements. Ok, c'est déjà l'heure. Je vous promets d'essayer. J'ai toute confiance en vos capacités, me dit-il avec un bon sourire. Vous verrez, ce n'est pas plus sorcier que ça. Il s'agit juste de s'entraîner à faire le calme, le silence, et à apprendre à regarder ce qui se passe en soi. Commencez déjà 2 à 3 fois par jour, par une séance de respiration profonde, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. C'est à ce rythme-là que la physiologie s'apaise. Vous pouvez le faire n'importe où, même dans le métro. Il faut voir. Un autre exercice très intéressant est celui que j'appelle l'harmonisateur. Il mélange les principes de cohérence cardiaque et de visualisation positive. Ça devient un peu compliqué, non? Pas du tout. Le principe de base est le même. Vous vous créez dans la journée une bulle de tranquillité en vous isolant dans une pièce où vous ne serez pas dérangé. Vous vous asseyez confortablement, le dos droit, et vous installez une respiration paisible. Puis vous portez la main à votre cœur et respirez en le visualisant, qui se gonfle à chaque inspiration et se vide à chaque expiration. Une fois le calme bien installé en vous, vous ajoutez une visualisation positive, un souvenir qui vous fait chaud au cœur, et vous essayez d'en revivre intensément les émotions et les sensations. C'est simple, non? Et s'il ne me vient aucune image? Je reconnais qu'au début ça pourra vous sembler un peu difficile, mais je vous conseille de vous constituer petit à petit un catalogue intérieur d'images et de souvenirs positifs, un album de photos mentalisées. Plus vous y travaillerez, plus il sera fourni, et plus vous pourrez y accéder facilement. Ah oui, pas mal. Mais je crois qu'à ce stade, ce qui vous sera le plus utile, c'est de rencontrer un vrai grand maître de la question. Maître où? Je vais vous conduire auprès de lui. Vous verrez, après cette visite, tout vous semblera bien plus clair. Nous fîmes 3/4 d'heure de route avant d'arriver chez Maître Wu. J'étais impatiente de connaître cet expert en méditation, tandis qu'un paysage de rase campagne défilait sous mes yeux. Je m'entraînais discrètement à la respiration contrôlée et à la visualisation positive. « Vu, Camille !» s'écria soudain Claude. « Quoi ?»
Il afficha un petit sourire goguenard. « Voilà quelques minutes que je vous observe discrètement, et je vous vois vous entraîner. » « Et ? Rien, c'est très bien. Continuez, ne vous occupez pas de moi. » Enfin, nous arrivâmes à destination. Les pneus grisèrent sur le gravier, tandis que nous pénétrions dans la cour de la maison. Des chiens accoururent à notre rencontre en aboyant de leurs grosses voix graves enrouées, de gigler de bave. La maîtresse des lieux les rappela à l'ordre. Les chiens obéirent au doigt et à l'œil. Sans doute aurait-elle pu nous faire croquer le mollet ou lécher la main d'un simple haussement de voix ou d'un claquement de langue. Une telle assurance naturelle m'impressionna. Claude l'avait prévenu de notre arrivée. Sans sourire, nous ouvrit les bras. « Bonjour Claude, comment vas-tu ?»« Très bien Jacqueline, et toi ? C'est vraiment gentil de nous accueillir. Je te présente Camille, dont je t'ai parlé. » Au-delà de son côté matrone, je découvris en Jacqueline une femme au visage poupin, aux formes généreuses et au tempérament jovial. Bizarrement, je ne m'attendais pas à cette allure. J'imaginais quelqu'un de plus oriental. « Ravie de faire votre connaissance, Camille. Vous voulez donc rencontrer Maître Wu ?» demanda-t-elle en me fixant de ses yeux malicieux. « Oui. » « Je comprends. Beaucoup de personnes veulent faire sa connaissance. Suivez-moi. » Nous traversâmes alors un grand salon, joliment typé avec sa cheminée ancienne et ses poutres apparentes, et baignant dans le doux soleil d'hiver qui filtrait à travers de larges baies vitrées. « J'adore votre salon. »« Merci. » répondit notre hôtesse en souriant, apparemment ravie du compliment. « Voilà, Maître Wu est dans la cour. Je vous laisse aller à sa rencontre. Je serai dans la cuisine. À tout à l'heure. » Claude me fit passer la première. J'arborais déjà un sourire chaleureux, avenant, tandis que mes yeux balayaient la cour. Puis mon sourire s'affaissa. Je ne voyais personne. Déception. Maître Wu était peut-être parti ? Devant mon air dépité, Claude précisa. « Le voilà. » Mais je ne voyais toujours personne. « Là, Camille, » m'indiqua-t-il d'un geste. Je suivis la direction de son doigt. Confortablement installé sur un coussin brodé, un splendide chat persan somnolait tranquillement, allongé de tout son long. Il se dégageait de lui un mélange de majesté et de paix absolue. J'accusai le coup, puis, retrouvant mes esprits, me tournai vers le joyeux plaisantin. « 3 quarts d'heure de route pour ça ? » ?»« Vous alors ?» dis-je d'une voix lourde de reproche. Le visage de Claude affichait un mélange de satisfaction et de contrition. Il était sans doute content et confus tout à la fois de sa blague. « Pardonnez-moi ce petit tour, Camille, mais je n'ai pas trouvé de meilleur exemple que Maître Wu pour vous montrer ce que pouvait être la relaxation. Vous qui avez l'impression que vous ne saurez pas méditer, commencez par apprendre à faire le chat, quelques minutes par jour. Lui n'a pas son pareil pour être paisible et calme, bien ancré dans l'instant présent. » Je lui ai lancé un regard furibond qui le motiva à se réfugier dans la cuisine, auprès de Jacqueline. Resté seul avec Maître Wu, je pris quelques instants pour le regarder vivre, et fus surprise de me sentir envahie par une agréable sensation de paix. Il écrivait de ses paisibles battements de queue, une invisible prose sur l'éloge de la lenteur. Un hymne au carpe diem à lui tout seul. Il ne broncha pas lorsque je plongeai la main dans sa fourrure chaude pour une longue caresse. Je sus dès lors que je ne pourrais plus en vouloir à Claude de m'avoir conduite ici. Apaisé, je les rejoignis, Jacqueline et lui, dans la cuisine. Il bavardait gentiment, dégustant une tasse de thé à la menthe du jardin, me précisa notre hôtesse. Je vis que Claude guettait sur mon visage l'état de mon humeur. Il y lut mon remerciement muet, et en eut l'air content. L'après-midi s'acheva par une ode gourmande avec une tarte au quetch, qui ne me fit pas regretter le déplacement.